le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Leroux. Ancien sportif de haut niveau et aussi ancien grand timide, il dit s'être reconnecté à lui-même et à la vie grâce au nerf vague, ce nerf qui relie votre cerveau à l'ensemble de vos organes. Ainsi, grâce à la neurobiologie, il a développé une pratique afin d'apprendre à stimuler efficacement ce nerf pour qu'il communique avec l'ensemble du corps à l'unisson. Il dit que atteindre un état de pleine confiance, ça se programme. Son programme repose sur des exercices, yoga, cohérence cardiaque, gargarisme, méditation, visualisation et bien d'autres choses. Afin de renforcer sa sécurité intérieure et se sentir pleinement engagé dans sa vie, il a testé plusieurs outils. Je vous souhaite une belle écoute. Je vais faire apparaître Ludovic. J'allais l'appeler Ludo parce que mon frangin s'appelle Ludo. Vic. Ça va Ludovic ? Tu peux m'appeler Ludo. Hein. Souvent quand on m'appelle Ludovic, c'est qu'on va m'engueuler. C'est ma mère qui dit Ludovic. Okay. Donc Ludo, je préfère. Ouais. Ah bah super. Bah écoute, merci d'être là ce soir pour échanger autour du nerf du bonheur. Donc tu vas nous expliquer ce que c'est parce que visiblement tu es un spécialiste sur le domaine. Alors j'aime bien que mes invités se présentent avant qu'on commence. Donc je vais te laisser te présenter. Ouais. Les gens qui te connaissent pas. Bah écoute, moi je viens du monde du sport au départ et je suis un ancien timide. Donc depuis ma venue au monde, j'ai grandi dans une grotte et mon seul moyen d'expression c'était le sport et notamment le rugby où j'ai fait pendant 15 ans du rugby, une période à haut niveau quand j'étais jeune et c'était le seul endroit, on va dire, où je m'exprimais. Et puis finalement, à travers ce rugby, en me voyant m'exprimer, je me suis dit, il y a moyen quand même d'être autre chose que timide et caché dans une grotte. C'est comme ça que je me suis lancé dans le développement personnel il y a une quinzaine d'années et pour aller chercher d'abord des clés pour moi, pour essayer de me comprendre, me connaître. Donc j'ai commencé par la préparation mentale dans le sport. Et puis, comme je travaillais avec beaucoup de golfeurs professionnels dans ce milieu-là, il y a beaucoup d'entreprises. Donc, j'ai commencé à intervenir en entreprise. Je me suis formé, du coup, en neurosciences, certifié aussi en cohérence cardiaque. Et puis, petit à petit, je me suis retrouvé, il y a 5 ans et demi maintenant, à me former à une spécialité qui s'appelle la théorie polyvagale. Pour la première fois, il y avait une thérapeute américaine qui venait en France pour former des ostéopathes et j'ai eu le privilège de me retrouver là, alors que j'étais pas ostéopathe, mais de suivre sa formation et de pouvoir être un des tout premiers à être formé à la théorie polyvagale et notamment sur tout ce système nerveux, le nerf vague qu'on entend de plus en plus parler. Et depuis 5 ans, j'en ai fait ma spécialité. Donc j'appelle aussi le nerf du bonheur pour être en lien avec le thème aussi du bonheur. Et moi, ça m'a énormément aidé. Ça m'a permis de sortir de ma grotte, justement, et de pouvoir me reconnecter au monde, de retrouver cette sécurité, cette pleine confiance que j'appelle, pour pouvoir justement m'engager pleinement dans ma vie et, comme dit ma formatrice Déborah Dana, tomber amoureux de ma vie et la vivre à 100%. Donc c'est comme ça que j'en suis venu là aujourd'hui à proposer aux gens comment réguler leur système nerveux pour retrouver cette sécurité intérieure. Waouh! Alors, est-ce que tu peux nous expliquer déjà dans un premier temps ce que c'est le polyvagalisme? Je ne sais pas si ça se dit. Non, on dit la théorie polyvagale, mais Ok.
Eh bien, ça vient d'un chercheur américain qui s'appelle Stephen Porges, qui est un psychiatre américain, et qui a mis en évidence que notre système nerveux autonome, alors peut-être certains connaissent comment dire, les comportements de fuite, de combat et d'inhibition. Eh bien, il a pu mettre en évidence que notre système nerveux, il était séparé en 3 parties, avec une partie dans laquelle on est complètement inhibé, une partie on est dans la fuite et le combat, et une partie on est totalement en sécurité. Donc c'est le système nerveux qu'on partage aussi avec les animaux, et que nous, notre problématique, c'est qu'on a du mal à réguler ce système nerveux, c'est-à-dire de passer d'insécurité à sécurité, alors que les animaux le font très facilement, et ce qui fait que, eh bien, on passe beaucoup de temps en insécurité, soit en inhibition, en fuite ou en combat, sans s'en rendre compte, et qu'aujourd'hui, ben, on a les moyens, à travers justement des outils simples que l'on connaît déjà, de réguler ce système nerveux et d'éviter d'être coincé dans ces systèmes de survie, ces mécanismes de survie qui sont à l'origine de tous nos comportements, de nos pensées, de nos émotions. Et moi qui venais de la préparation mentale, des neurosciences de la tête, eh bien, ça m'a permis de comprendre que le corps avait un grand impact sur notre cerveau, et que en apprenant à réguler ce nerf vague, eh bien, ça nous permettait, eh bien, justement de pouvoir passer à l'action, de pouvoir se sentir libre, de faire ce qu'on avait envie de faire, sans se retrouver dans ces comportements de survie. Donc c'est des mécanismes de survie, comment passer de la survie à la vie, et en apprenant justement à réguler ce système nerveux. Et donc c'est ce fameux Stephen Porges qui a mis en évidence ces mécanismes-là au sein de notre système nerveux. D'accord, alors dis-moi si je me trompe, mais j'ai le sentiment que peut-être que tu représentes une bonne partie de la population, dans la mesure où j'ai le sentiment que tu es plutôt cartésien, si tu t'es Ouais. intéressé aux neurosciences. Donc j'imagine, avant de t'intéresser au développement personnel, tu devais avoir une vision, pardonne-moi, mais peut-être assez restreinte de nos possibilités en tant qu'être humain. Et donc à un moment donné, tu t'es intéressé à toi, au développement personnel, aux neurosciences. Quel a été au-delà du fait que tu dis que tu étais timide, quel a été, j'allais dire, le vrai déclic? Qu'est-ce qui a fait vraiment qu'à un moment donné, tu t'es dit, bon, il y a peut-être autre chose, quoi? Bah, déjà la connaissance et la compréhension de mon fonctionnement. Parce que, à la suite de ces 3 jours de formation en théorie pédagogique, la première chose que je me suis dit, c'est: «En fait, je suis pas timide, je passe trop de temps dans un état qu'on appelle vagal dorsal». Donc j'ai compris que finalement c'était pas mon identité, c'était que je passais trop de temps dans un état interne dans lequel je ne savais pas en sortir, et que Mmh. cet état interne avait une fonction de protection. Donc je n'avais aucune raison d'en sortir, puisqu'il me protégeait, parce que notre but, et c'est justement ce qu'on verra à Arcachon, dont j'aurai le plaisir d'intervenir, le but de notre système nerveux, c'est pas de nous rendre heureux, c'est de nous maintenir en vie. Et une fois qu'on est justement dans cette capacité à se maintenir en survie, eh bien là, il va pouvoir vous dire: «OK, fais-toi plaisir, mais la priorité, c'est avant tout la survie avant le bonheur». Et donc, c'est moi, le déclic, ça a été ça, c'est de comprendre mes mécanismes de survie pour pouvoir savoir comment je pouvais être heureux dans la vie, en réglant d'abord mes problématiques de survie pour aller vers mes objectifs de vie, et vraiment me donner toutes les chances de pouvoir y parvenir. Parce que, comme tu dis, je pense que je représente aussi, enfin, on représente tous, hein, c'est-à-dire que la grande problématique des gens, c'est de pouvoir être bloqués dans des mécanismes de survie qu'ils ne comprennent pas, et d'être frustrés de ne pas atteindre leurs objectifs de vie parce qu'il y a quelque chose qui est plus fort qu'eux, qu'ils n'y arrivent pas, ou alors ils s'identifient comme moi je pouvais le faire avant, et que moi j'étais timide, et donc j'avais une vie de timide, et ça me permettait de me protéger. Mais c'était pas ce que j'avais envie dans la vie. Et c'est vraiment ça la différence, où j'ai pu comprendre, j'ai pu m'observer, mes états en action, et comprendre que il y avait ma survie et ma vie. Donc je me suis occupé de ma survie pour ensuite que je puisse m'occuper de ma vie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de timide? Ça n'existe pas? Non, c'est-à-dire qu'il y a pas de, et par exemple, il y a pas de gène de la timidité. C'est-à-dire que personne ne naît timide. C'est-à-dire que c'est lié à des circonstances et à des apprentissages qui font que le meilleur moyen de me maintenir en survie, c'est de me cacher. Donc, si on prend les animaux, on pourrait comparer le timide à un caméléon, à une tortue, à un escargot qui a la possibilité de se cacher très rapidement et qui lui permet de se maintenir en vie. Eh bien, le timide, lui, c'est ce qu'il va faire. C'est-à-dire que sans s'en rendre compte, dans ses apprentissages, il a appris que ne pas être visible, ne pas s'exprimer, eh bien, c'était une manière de se maintenir en survie.
Pourtant, à un moment donné, ça devait être adapté. Parfois, c'est adapté, mais malheureusement, ce qui manque, c'est ce qu'on appelle cette flexibilité vagale, c'est d'aller vers d'autres états de survie ou d'aller vers la sécurité pour parfois pouvoir s'exprimer quand il n'y a aucun danger. Ça veut dire qu'en gros, il y a pas vraiment de blocage. Je pense à des personnes, tu sais, qui aimeraient franchir un pas. Exemple, une peur du style, ah là là, je rêve de voyager seul, mais j'ai tellement peur, quoi. Mhm. Là encore, en fait, c'est une fausse croyance, quoi. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est toujours se dire les problèmes des gens viennent souvent d'un problème de dérégulation. C'est-à-dire que c'est comme si je n'avais pas le choix que d'être comme ça. Donc, être autrement, c'est compliqué, c'est difficile, et je vais développer des croyances pour me maintenir dans mon état de protection. Et comme l'exemple que tu dis, voyager seul, c'est pas un souci. C'est qu'est-ce que je redoute quand je voyage seul, et dans lequel je vais apprendre, moi, à utiliser d'autres moyens de réponse à ces problématiques-là ou à ce que je redoute. Je peux fuir, je peux combattre, je peux me cacher, et je peux aussi être en sécurité. Et c'est ça, moi, ce que j'appelle la pleine confiance. C'est cette capacité à se cacher quand il le faut, fuir quand il le faut, combattre quand il le faut, et être en sécurité. Sauf que les timides sont plutôt à dominance se cacher. Il y en a qui vont être des grandes gueules, qui vont parler fort, c'est le combat. Il y en a qui vont être très rêveurs, moi j'appelle ça les dreamers, et qui vont toujours rêver mais jamais passer en l'action, c'est la fuite, ils évitent. Et on a chacun son dominant, on va dire, son mode de protection préféré, et qui fait que on croit que c'est de cette façon-là qu'on est en sécurité, alors que on va s'empêcher de faire plein de choses, parce que je sais pas combattre. J'ai peur, par exemple, toutes les personnes qui ont peur du conflit. Eh bien, ils n'arrivent pas à justement stimuler ce qu'on appelle notre sympathique agressif pour rentrer en combat, mais en combat sain, pas en combat où je vais me battre. Mais parfois, peut-être, les personnes qui n'arrivent pas à dire non, par exemple, s'imposer, ils n'arrivent pas à passer dans cet état-là, ou ils n'arrivent pas à le maîtriser. Moi, par exemple, comme j'étais souvent dans l'état d'inhibition, passer en état de combat, à part le rugby, c'est ça qui m'a aidé aussi. Mais sinon, je le maîtrisais pas. Donc pour moi, j'en avais peur. J'avais peur de cette partie-là de moi. Et parfois, voilà, c'est aussi quand on parle de aimer toutes ces parties-là qui sont là pour nous protéger, et les comprendre, les connaître, ça nous permet d'avoir beaucoup de compassion pour soi et de pouvoir justement en sortir plus rapidement plutôt que de les subir. Là, on est en plein dans le domaine de la connaissance de soi. Je ne sais pas si tu le sais, mais moi, je mets beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation en parallèle de la dimension bonheur et connaissance de soi, parce que je suis convaincu que tout part de là. Justement, si on pouvait nous intégrer dans notre société, le savoir-être et la connaissance de soi le plus tôt possible, je pense qu'on gagnerait du temps chacun Bien sûr, hein. Et donc là, en fait, moi, j'entends quand tu parles de tout ça, que finalement, ça rejoint ce que je pense, qu'il y a peut-être 80% de la population qui se connaît pas. Et donc là, quand on s'intéresse à ces outils, on rentre pleinement dans le domaine de la connaissance de soi. Donc, du coup, ça demande à chacun et à chacune de se responsabiliser et de se prendre en main, quoi. C'est-à-dire que ça va pas venir comme ça, quoi. Bien sûr, ouais. Alors moi, c'est ce que ça m'a aidé, à comprendre ce mécanisme-là, et du coup de comprendre les conséquences que ça pouvait avoir dans ma vie. La procrastination, ce n'est pas un souci. La procrastination, c'est un moyen de protection aussi, un comportement, mais qui est à l'origine lié à un mécanisme qui est involontaire. On ne choisit pas exprès de dire tiens, je vais être timide aujourd'hui, ou tiens, je vais procrastiner. Non, je le subis, mais souvent à ce moment-là, j'ai une forme de séparation de moi-même. Je m'aime pas, je comprends pas pourquoi je suis comme ça. Alors que la connaissance nous permet de nous rapprocher justement de nous-mêmes et de cette compréhension. Et puis surtout, grâce à ces mécanismes qui sont liés au corps, bien au-delà de se comprendre, on va même se ressentir. On va pouvoir ressentir ce qui se passe, l'expérience qu'on est en train de faire, plutôt qu'uniquement juger les conséquences et les comportements que ça engendre. Et ça, c'est déjà pour moi, ça a été une grande avancée, parce que j'étais très mental, très dans le contrôle. Et le fait de revenir au corps et de dire, tiens, je suis en train de ressentir quelque chose, et ça exprime mes pensées à ce moment-là. Parce que un des deuxièmes déclics, c'est quand cette thérapeute nous a dit, les études, du coup, démontrent que notre physiologie conditionne notre psychologie. Et quand je suis en train de me dire je suis nul, c'est pas que je suis nul, c'est je vis une expérience d'inhibition où cette pensée-là, c'est normal qu'elle arrive à ce moment-là. Donc plutôt que de me battre contre mes pensées, eh bien je peux rentrer en lien avec l'expérience que je fais pour pouvoir me réguler
afin de passer de je suis nul à tiens, c'est compliqué en ce moment, tiens, peut-être qu'il faut que je me repose, tiens, et de pouvoir justement rester en lien, ça c'est un mot qui est important, le lien et la sécurité, rester en lien pour pouvoir justement utiliser d'autres mécanismes qui sont adaptés à ce moment-là, plutôt que de subir ces mécanismes et de s'en vouloir et ensuite se juger et d'éviter ensuite que ça se reproduise, d'avoir peur de soi, etc. Ça, c'est la principale chose qu'on observe chez les gens. Ils ont peur d'eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à se comprendre, se connaître et se ressentir. Bah oui, parce que assez souvent, j'imagine que ça va être le cas dans le cadre de tes activités, mais quand tu demandes à quelqu'un est-ce que tu te connais, bon, bah, il y a quand même une personne sur deux qui dit bah non, je ne me connais pas. Ouais. Et quand tu lui demandes qu'est-ce que tu aimes, vers quoi tu as envie de tendre, quels sont, je sais pas, tes objectifs de vie, qu'est-ce qui te fait vibrer, bah, il y en a aussi pas beaucoup quand même qui le savent. Toi aussi, tu l'observes de ton côté, ouais? Oui, alors moi, c'était mon cas, hein. C'est-à-dire que j'avais en fait, moi j'appelle ça des objectifs de survie. C'est que j'avais des objectifs, mais qui étaient uniquement liés à mes mécanismes de survie. Par exemple, plaire. Hein, moi, c'était ça. Je voulais plaire aux gens. Et sans m'en rendre compte, c'était un objectif de survie. Alors, je mettais en place des activités pour plaire, hein, et c'est OK, hein. On l'a tous, hein. C'est un besoin physiologique aussi, hein, de connexion et d'être aimé. Ça, c'est naturel. Mais maintenant, quand ça prend le pas, eh bien, ça nous amène justement à adopter des comportements où l'objectif, c'est plaire. Et on ne sait plus ce qu'on veut dans la vie, si ce n'est plaire. Et si on arrive à se détacher de ça, tout d'un coup, on se rend compte de la grandeur qu'il y a et tout ce qu'on peut découvrir, faire, avoir, et même partir à l'aventure sans vraiment où on va, mais de se dire je sais pas, on verra bien. En tout cas, ça me donne envie, mais d'avoir cette vie en soi qui nous permet de se connaître. Et quand je dis se connaître, c'est aussi de se découvrir, parce que finalement, c'est se connaître là, maintenant, à l'instant T, mais toutes nos expériences vont nous amener à nous découvrir encore plus. Et pour moi, voilà, cette connaissance, elle est juste temporaire dans la mesure où elle est complètement évolutive. Et je ne sais pas, si tu me demandes moi qui je serai demain, je n'ai aucune idée, parce que c'est toutes les connexions, les rencontres qui vont me permettre aussi de le découvrir. Alors, il y a une partie de moi qui a envie de quelque chose, mais je fais aussi confiance à la vie pour m'amener plein de situations qui vont me permettre de me challenger, d'aller plus loin, de pouvoir faire des rencontres qui vont me permettre de peut-être découvrir et de faire grandir des parties de moi dont je n'ai pas connaissance encore. Pour en arriver à ta réflexion, il faut à un moment donné avoir une prise de conscience, qu'on peut appeler aussi un déclic. Je pense que parmi les gens qui nous écoutent, évidemment, ça résonne beaucoup ce que tu dis, parce que c'est quand même très logique, très pertinent. Mais je pense qu'il y en a un certain nombre qui doivent se dire, OK, mais comment je fais moi maintenant pour passer à l'action, quoi? Moi, ce qui m'a permis, c'est un apprentissage, hein. Tu parlais dans l'éducation, c'est un apprentissage. C'est-à-dire que les déclics, c'est un point de départ, mais c'est l'apprentissage derrière qui va faire justement toute la différence. Beaucoup de gens cherchent justement un déclic, un moment où tout va changer. Mais le moment où tout va changer, c'est les minutes, les heures qui arrivent, parce que je vais continuer à faire, je vais continuer à m'observer. Et moi, rien que le fait de séparer, de me dire, OK, il y a mes pensées, mes émotions qui expriment l'expérience que je fais, mais c'est pas qui je suis. Hein, souvent, je dis, voilà, ce n'est pas mon identité, ce sont mes états qui s'expriment. Et mes états, c'est la vie. Et parfois, ça m'arrange pas, mais c'est la vie aussi. Et de pouvoir observer mes états en action et de pouvoir petit à petit les réguler. Des fois, j'y arrive, des fois, j'y arrive pas. Ça, c'est l'apprentissage qui est continu. Parce que souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que les gens, en fait, ils veulent pas apprendre, ils veulent être en sécurité. Et ils veulent être en sécurité maintenant. Mais la sécurité, c'est tout un apprentissage. Et demain, il y a plein de choses qui vont me mettre en insécurité. Et l'important, c'est pas si je suis en sécurité ou pas. C'est est-ce que j'ai entraîné mes mécanismes pour passer de la sécurité à l'insécurité et inversement, ou est-ce que je veux être en sécurité? Et ça sera intéressant. Je pense qu'on en parlera sûrement à Arcachon aussi. C'est qu'il y a des gens confondent la sécurité et le bonheur. Et ils croient qu'en étant en sécurité, ils vont être heureux. Sauf que le problème, c'est que maintenant, il faut qu'ils maintiennent cette sécurité pour être heureux.
Mais la vie, elle va pas nous mettre que des événements sécures. On va tous vivre des événements douloureux, des choses comme ça qui vont nous amener justement à parfois ne pas être dans le bonheur. Pour moi, le bonheur, justement, c'est cette capacité à changer d'état et à accepter que parfois je sois en insécurité. Comment je peux être sécure dans l'insécurité? Comment je peux être confortable dans l'inconfort? Et ça, c'est un apprentissage qui est pour moi partie du déclic comme on l'a vu tout à l'heure, c'est la connaissance que ce qui se passe en ce moment, ce n'est pas moi, c'est l'expérience que je suis en train de faire. Et ce n'est jamais moi, c'est l'expérience. Même si parfois, je sais pas, je vais être de mauvaise foi ou je vais mentir pour essayer de fuir. C'est l'expérience que j'ai fait. Je ne suis pas un menteur. J'ai été à ce moment-là dans cet état-là qui m'a amené, peut-être sans m'en rendre compte, à mentir pour m'en sortir. Et si je commence à m'identifier à ça, après je suis perdu parce que je me dis je suis pas authentique, je suis pas bon. Non, j'ai pas choisi, j'ai subi et j'ai fui et j'ai menti et c'est ok, d'accord. Comment je peux m'observer, me regarder dans cette expérience en observant les mécanismes de survie qui ont été en action et pouvoir se dire ok, de quoi tu avais peur, qu'est-ce qui s'est passé, pouvoir me prendre en main comme un adulte qui est en train de veiller justement sur cet enfant-là. Alors, justement, tu parles de peur. Pour moi, c'est globalement, ce sont que des peurs, ce que tu es en train d'évoquer. Ouais. Et forcément, moi, ça me fait penser à notre conditionnement, au conditionnement sociétal, où on voit bien que beaucoup de choses sont axées autour de la peur. Donc, je me dis que peut-être que l'état dans lequel on est, c'est-à-dire l'être que nous sommes à l'heure d'aujourd'hui dans notre société, est probablement aussi la résultante du conditionnement sociétal du pays dans lequel on se trouve. Ouais. Et qui est très axé une fois de plus quand même autour de la peur. Donc, comment réussir aussi déjà à un moment donné, au-delà des gens qui te suivent, qui me suivent et qui suivent aussi peut-être d'autres personnes qui sont dans ce milieu de la connaissance de soi, parce qu'on est des millions de personnes quand même, faut le rappeler. Comment on fait à un moment donné, justement, ne serait-ce que déjà pour prendre du recul, tu vois, juste au moins pour se rendre compte un petit peu de tout ça, quoi. C'est ce que j'observe dans le développement personnel, notamment, c'est que justement, tu parlais de conditionnement. Donc, on a eu des conditionnements subis depuis notre enfance. De toute façon, on fonctionne par conditionnement. Mais le problème, c'est qu'on cherche à résoudre nos conditionnements par de nouveaux conditionnements, des conditionnements meilleurs. Ou être meilleur dans être plus fort, par exemple. Faut que je sois plus fort, ou faut que je me cache encore mieux, ou faut que je fuis encore mieux. Donc, je vais renforcer ces conditionnements-là sans m'en rendre compte. Je peux pas transformer mes conditionnements en utilisant d'autres conditionnements. Parce que même, moi, j'accompagne des entrepreneurs qui sont à un très haut niveau et ils se retrouvent à nouveau avec des conditionnements limités parce que ça reste des conditionnements. Alors qu'il faudrait justement développer ces capacités d'adaptation. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on peut avoir des conditionnements, mais le reste, c'est l'adaptation. Comment je peux m'adapter plus facilement dans ce monde aujourd'hui qui m'amène à justement me challenger. Alors, j'ai eu mes conditionnements quand j'étais enfant. Maintenant, comment je peux me déconditionner de ça pour pouvoir justement renforcer ce qu'on appelle, nous, notre tonus vagal, notre flexibilité vagale, pour être beaucoup plus adaptatif à ce qui se passe. Et comme je disais, c'est est-ce que je suis capable de combattre, de fuir, de me cacher, d'être en sécurité et d'avoir cette capacité de passer de l'un à l'autre beaucoup plus rapidement, beaucoup plus aisément, plutôt que de se dire « moi, je suis quelqu'un qui est fort, mais je peux pas être vulnérable, donc il faut que je sois fort. Mais si j'ai un échec, je vais être vulnérable ou je vais peut-être le vivre, il faut pas que je le montre. Donc là, je vais me retrouver en difficulté. Quelqu'un qui va être plutôt timide mais qui veut développer une activité, par exemple, il va avoir du mal à créer des efforts. Il est conditionné à ce moment-là à ne pas se montrer, ne pas être visible, mais il va être limité. Donc on appelle tout ça des plafonds de verre. On est limité dans nos conditionnements et c'est en développant notre capacité adaptative qu'on lève vraiment tous ces plafonds de verre et qu'on s'entraîne justement à être très flexible dans ses capacités à pouvoir réagir. Et c'est ça que moi j'appelle la pleine confiance, c'est-à-dire se lever le matin en se disant peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je saurai y répondre. Et c'est la différence entre la réaction qui est liée à nos conditionnements et la réponse que moi j'apporte à mes conditionnements. Donc moi je suis tout autant conditionné que les autres, sauf que en travaillant mon système nerveux, j'arrive à répondre peut-être plus rapidement à ce conditionnement et de me dire j'ai eu peur. Oui, j'ai des peurs. Moi, je suis hyper anxieux. Je suis quelqu'un, tu serais dans ma tête, tu dirais, mais t'as peur de tout ça? Ouais, j'ai tout le temps plein de peurs, plein de peurs. Mais par contre, c'est des peurs qui n'entraînent pas des comportements parce que je suis flexible et j'y réponds différemment. Je les écoute. Je dis, ah, ok, on a peur de ça, on a peur de se tromper. Tu parlais du livre.
Bah ouais, j'ai peur de pas plaire, j'avais peur d'être ignoré, voilà, que le livre ne se vende pas. Toutes les semaines, parce qu'on est chez le même éditeur, Ok. je demandais, bah, tu dois connaître Aurélie, du coup, peut-être Really? Non, non, je connais pas. Aurélie, non? Non? Tu n'as peut-être pas travaillé avec elle? Non. Mais voilà, je lui demandais où c'en était dans les ventes pour me rassurer et je le fais en conscience, en m'observant. Je sais que c'est lié à une peur et c'est OK, d'accord? Mais parfois, il y a des peurs, oui, qui viennent nous limiter. Comment je peux prendre le temps avec ces peurs pour créer le lien et lui apporter la sécurité? Moi, souvent, je dis, en fait, on a des peurs d'adultes avec des réactions d'enfants, hein. C'est-à-dire qu'on est adulte, mais on a des réactions d'enfants. J'ai peur de parler en public, j'ai peur de ceci, alors qu'on sait qu'on va pas mourir, hein. Donc, Ouais. j'ai des peurs d'adultes avec des réactions d'enfants alors que normalement, je devrais avoir des peurs d'enfant avec des réactions d'adultes. Toutes ces peurs viennent de nos conditionnements, donc c'est des peurs d'enfant, mais comment je peux, moi, y apporter des réactions d'adulte? Ok. Moi, ce qui me vient à l'esprit en t'écoutant, c'est que, tu sais, moi, ça fait plus d'une vingtaine d'années que je suis dans le monde du développement personnel, enfin même beaucoup plus en réalité. J'ai 44 ans, mais je suis né dans une famille où on parlait déjà de tout ça, tu vois. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, mais je disais ça déjà il y a 10 ans, j'ai vraiment le sentiment qu'il y a peut-être plus de 1000 activités différentes dans le monde du développement personnel et du bien-être, hein, dans cette grande enveloppe du bien-être. Donc, probablement 1000 activités et outils pour accompagner les gens. Donc, c'est génial. Chacun peut aller chercher un outil qui est bon pour lui. Donc, bah, toi, tu es spécialisé sur le nerf vagal, donc ça a l'air d'être très puissant. Puis tu vas nous expliquer, bien évidemment, comment ça fonctionne. Mais de ce que j'observe, je me dis à chaque fois que c'est tout le temps multifactoriel. C'est-à-dire que, imaginons, je mets en pratique ce que tu dis. Donc, tu vas nous expliquer après, hein, mais tout ce qui tourne autour du nerf vagal et que j'apprends à bien contrôler tout ça. Bah, je me dis, si en parallèle de ça, j'ai une mauvaise alimentation, par exemple, bon, bah, je suis pas sûr que, tu vois, ça soit aussi très efficace. Ou si j'ai un sommeil qui est pas forcément très équilibré, ou si j'ai pas une activité sportive assez régulière. On est d'accord que c'est quand même quelque chose de multifactoriel. C'est pas juste une technique et un outil qui nous permet d'être mieux, quoi, en gros. Bien sûr, ouais. Alors c'est pour ça que moi, ce que je propose, c'est pas un outil ou une technique, hein, Ok. c'est le nerf vague, c'est quelque chose qu'on a dans le corps, hein, donc et en plus, ce nerf vague, il est là pour réguler justement. Tu parlais du sommeil, de l'alimentation. Il est là pour réguler notre organisme, pour le maintenir en équilibre. Ok. Donc, ce qu'on appelle en homéostasie. Donc, il va réguler tout ce qu'il y a dans notre corps. Donc, il va être là aussi pour réguler notre glycémie, notre température du corps, nos respirations, mais aussi, du coup, les informations qui vont au cerveau. Et du coup, comme tu en parles, eh bien, si, par exemple, moi, j'ai une mauvaise alimentation et que je mange beaucoup acide, obligatoirement, mon corps, il va y avoir des inflammations. Le nerf vague, lui, est là pour transmettre les informations. Il va capter ces informations-là, qu'il va renvoyer à notre cerveau pour lui dire attention, on n'est pas en forme pour fuir, combattre et se cacher. Lui, il est là pour dire attention, on n'est pas dans le meilleur état pour justement se maintenir en survie. Donc, Ok. ensuite, peu importe ce que tu vas faire, l'avantage, c'est que lui, il est au cœur, hein, on appelle ça le centre névralgique des fois, hein. Bah, ça vient de nerf, le centre névralgique justement de notre santé, de notre bien-être. Et donc, ce qui va permettre eh bien, d'avoir énormément de conséquences dans notre vie. Si je dors mal, c'est peut-être que je fais de l'anxiété ou que, je sais pas, j'ai en ce moment, je sais pas, même des problèmes au niveau de hormonal ou peu importe. Lui, l'avantage, c'est que si on arrive à le réguler, il va être meilleur aussi pour réguler ça et apporter justement les bonnes informations qui vont nous permettre de nous sentir en sécurité. En sécurité, ça veut dire aussi être beaucoup plus lucide. C'est-à-dire que parfois, quand je vais retrouver ces informations-là qui vont remonter à mon cerveau, je vais dire ah, j'en ai marre, j'espère que je vais bien dormir. Plutôt que d'être dans cette psychologie-là, si j'arrive à réguler mon nerf vague, ça va être plutôt OK, j'ai des difficultés à dormir en ce moment, c'est OK pour moi. Comment je peux accepter que ça soit pendant ce temps-là temporaire là, et qu'est-ce que je peux faire? Je vais peut-être aller consulter, je vais peut-être voir, je vais peut-être respirer. En fait, ça va nous permettre vraiment d'avoir cette capacité à revenir au calme pour pouvoir résoudre nos problèmes. Mais au départ, ce nerf vague, il a quand même une fonction au niveau de notre santé. Donc, moi, par exemple, j'ai un petit programme sur l'alimentation, j'ai un petit programme sur le sommeil, parce que le nerf vague joue sur tous ces points-là. Et oui. Donc, tout ce que tu as donné, les émotions, les pensées, le sommeil, et même tout ce qui est inflammation, en fait, ça vient d'un nerf vague qui est dérégulé, parce qu'il n'arrive pas à revenir au calme pour que le corps puisse justement éliminer ces inflammations. Donc, ça reste de l'insécurité et le corps est tout le temps en insécurité. Donc, ça va agir tu parlais de multifactoriel, ça va agir sur le corps, ça va agir sur nos émotions, sur nos psychologies. Donc, c'est ça l'avantage, en fait. C'est-à-dire qu'on n'apporte pas
des outils, parce que les outils, tout le monde les connaît, ceux qu'on apporte finalement. Tu verras, tout le monde connaît ces outils-là, sauf qu'ils ne le font pas dans cette conscience-là et dans un entraînement, dans un apprentissage qui leur permet de réguler leur système nerveux et de redonner le pouvoir au corps afin que lui fasse son job qu'il sait très bien faire sans que nous, on ait besoin de prendre le pouvoir dessus. Et voilà, alors j'aime beaucoup le mot entraînement. Et donc je reconnais le sportif en toi. Parce que moi aussi, du coup, j'ai été sportif. Je sais pas si tu étais au courant. J'ai fait 14 ans de kung-fu. Okay. Et je continue, évidemment. Le sport fait vraiment partie intégrante de ma vie. Et j'aime bien cette notion d'entraînement. Moi, je parle différemment. Je dis plutôt que pour justement prendre soin de soi, il y a un moment donné où il faut sortir de sa zone de confort, venir aussi un peu se challenger, avoir une rigueur, avoir de la discipline. Donc discipline, pour moi, ça fait penser aussi à entraînement. Et tu me dis si je me trompe, mais pour moi, si tu n'intègres pas une discipline de vie dans ta vie, justement pour prendre soin de toi, c'est un peu plus compliqué, quoi, parce que ça me semble vraiment indispensable. C'est difficile de faire autrement, quoi. Bien sûr, ouais. Et puis, la discipline sans la compréhension de pourquoi je le fais, ça peut être très compliqué. C'est-à-dire que, tu sais, si on te dit, OK, à partir de demain matin, tu fais ça, tu te fais une routine le matin, tu le fais, mais tu sais pas pourquoi, tu sais pas quoi observer. L'avantage, c'est de se dire, est-ce que j'ai des moyens, quand on a fait du sport, c'est important d'avoir des repères de progression. Est-ce que je progresse ou pas? Parce que ça va alimenter ma motivation. Si je fais de la musculation et que je soulève au début 40 kilos et qu'au bout d'un mois, je fais 45 kilos, ça me montre que je suis en train de progresser et ça, c'est bien. Maintenant, souvent, on nous dit tout est en vous et observez-vous. Mais on observe quoi? Et c'est là où ça devient compliqué. D'accord? C'est fais des routines, fais des choses et tu vas voir, ça va aller mieux. Oui, mais j'observe quoi? Et c'est là où, justement, cette connaissance de mes ressentis, ce qui se passe à l'intérieur de moi, les conséquences sur ma psychologie aussi, je peux avoir des repères qui me permettent de progresser et de savoir si ce que je fais est efficace ou pas. Parce que ensuite, c'est d'adapter aussi ses routines ou d'adapter son entraînement. Nous, on va avoir des personnes qui sont plutôt de tendance, justement, ce qu'on appelle vagal dorsal, donc timide. On va devoir les stimuler pour les entraîner à être plutôt dans un système nerveux sympathique, ce qu'on appelle le système sympathique. Et ceux qui sont dans le système sympathique, on va les aider aussi à aller dans le parasympathique, donc plutôt le calme, afin d'avoir un système nerveux qui est régulé. Et donc, on va aussi savoir, des fois, je me réveille et je suis excité, j'ai peut-être besoin de me calmer à ce moment-là. Et si je me réveille, je suis trop calme et j'ai, je sais pas, une conférence à faire, j'ai besoin de m'exciter. Mais c'est moi qui vais adapter ça en fonction des repères que j'observe dans mon corps. Mais si je ne sais pas quoi observer, je ne sais pas quoi faire, ou alors je vais le faire bêtement et puis je vais observer peut-être au bout d'un an ce que ça donne. La majorité des gens, ils commencent quelque chose, ils arrêtent parce qu'ils n'ont pas de point de repère, de savoir où ils en sont. Et puis parfois, ils veulent aller aussi trop vite. Et en même temps, dans ce que tu dis, moi, j'ai par exemple une fois par an, je fais ce que j'appelle, ça s'appelle expérience, où pendant 3 semaines, les gens vont être avec moi et on va faire des expériences. Donc, ils vont sortir de leur zone de confort. On leur fait faire une douche froide, par exemple, tout en leur expliquant ce qui va se passer. Donc, en prenant leur douche froide, ils peuvent observer leurs pensées. Ils savent ce qui va se passer. Et donc, ça leur permet de pouvoir justement mettre les choses en place et de pouvoir observer tout le pouvoir qu'ils ont en sachant se réguler par rapport à ce qu'ils doivent observer et ce qu'ils doivent faire à ce moment-là. Et ça leur permet d'avoir beaucoup plus de pouvoir par rapport dans leur apprentissage. Tout à fait. Moi, ce que je dis, c'est de se positionner un peu comme un chercheur pour soi-même, avoir cette casquette de chercheur et de faire du mieux qu'on peut tous les jours pour essayer de se comprendre. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est une aventure. Voilà, on y va, on a les outils, on a les moyens, mais il va se passer plein de choses et des fois on s'arrête, des fois on repart, des fois on va plus vite et on part à l'aventure, on ne sait pas jusqu'où on va aller, on ne sait pas ce qu'on va découvrir, mais on a cette envie, cette motivation et surtout cette confiance que quoi qu'il arrive, je saurai y répondre, je ne suis pas tout seul. Ça, c'est important aussi de pouvoir être entouré et de pouvoir justement permettre d'avancer en sécurité. Oui, et puis de se rappeler aussi que si on est 8 milliards d'individus à l'heure d'aujourd'hui, il y a peut-être 8 milliards de chemins différents. Bien sûr. Pour une seule et même chose, je sais pas, comme l'alimentation par exemple, on peut pas généraliser, c'est à chacun de se positionner comme chercheur et de trouver vraiment les produits, les aliments qui sont bons pour lui, qui lui apportent de la vitalité, de l'énergie, parce que ça sera différent d'un individu à un autre, quoi. Donc, bien cette notion de chercheur, tu sais, vraiment
j'ai envie de devenir la meilleure version de moi-même. Ok, bah, je m'intéresse à moi et je teste des choses, quoi. Et je vois en fait ce que ça fait, comme tu dis, les effets, ce que je ressens, mes émotions. Et pour en arriver là, il y a quand même, je trouve, plein de steps, plein d'étapes, plein de marches à franchir. À l'heure d'aujourd'hui, je n'aurais pas du tout le même discours qu'en 2003, quand j'ai créé mon entreprise. Mais à l'heure d'aujourd'hui, je trouve qu'on a plein d'outils, en fait. Tu vois, il y a plein de livres, il y a plein de conférenciers, il y a plein de formations. Il se passe beaucoup de choses dans le monde du développement personnel. Donc, je pense que pour une personne qui est motivée à l'heure d'aujourd'hui pour se prendre en main et se mettre cette casquette de chercheur pour essayer de se comprendre, bon, bah, là, ouais, on a tout ce qu'il faut autour de nous, quoi, en gros. Ouais, c'est à la fois un avantage et ça peut être aussi un inconvénient, dans la mesure où, comme il y a énormément de choses, ça peut aussi nous amener à être dispersés et vouloir faire plein de choses et justement ne pas être assez longtemps dans une activité ou un entraînement, justement, ou dans une recherche, et qui nous amène à pouvoir passer. Moi, je suis comme ça aussi, hein, passer d'un livre à un autre avec tous les livres qu'il y a derrière moi. Il y a plein de choses qui m'intéressent et souvent, voilà, je dis aux gens, prenez un truc et faites-le pendant 1 mois. Et puis gardez ce qui vous convient. Et puis ensuite, si vous voulez passer à autre chose, passez à autre chose. Mais tu sais, j'ai fait un test tous les ans. Je propose un test justement pour savoir quel est l'état dominant des gens à travers leur système nerveux. Et donc, comme je disais tout à l'heure, il y a un état que moi j'appelle le dreamer, qui est plutôt la fuite. Dans le développement personnel, c'est plutôt s'échapper, s'évader. Donc, on peut le rencontrer justement aussi à travers les addictions qui nous permettent de nous évader, de nous échapper de tout ce qui peut nous amener justement de la douleur, de la souffrance. Et le développement personnel en fait partie aussi, parce que ça peut être un bon moyen justement de s'écarter, de s'échapper de cette souffrance, mais malheureusement de pas rentrer en lien avec cette souffrance pour pouvoir justement la libérer. Et le fait d'aller chercher un outil, de le faire un petit peu et qu'après ça marche plus, je vais sur un autre, je vais sur un autre, je vais sur un autre. Donc il y a l'avantage qu'on a tout ce qu'il faut pour progresser, mais attention à ne pas trop se disperser parce que sinon on passe sa vie à chercher, mais pas assez longtemps à un endroit pour pouvoir y trouver des pépites qui vont nous convenir et les garder sur notre chemin. Tout à fait. Et puis de rappeler aussi qu'il faut y aller à son rythme. Ouais. Donc, il n'y a pas. Exactement, Il faut vraiment pas être pressé, quoi, en gros. Ouais. Et y aller vraiment à son rythme. Être doux avec soi. La douceur aussi me paraît vraiment très importante. Ouais. Ne pas se mettre, tu vois, des objectifs trop hauts. Commencer vraiment petit pas par petit pas et y aller progressivement, tout doucement. Mais je suis vraiment aussi d'accord avec toi sur le fait de se concentrer déjà sur une chose. Bon, là, j'ai toujours en tête l'alimentation, par exemple. Voilà, je me concentre là-dessus et j'essaie de trouver moi ce qui est bon pour moi. Je me renseigne, je discute avec des commerçants, avec des agriculteurs. Je sais pas, je lis des bouquins, je teste des choses sur mon corps, des produits. Mais voilà, je me concentre là-dessus, quoi. Ouais. Et rien que ça, déjà, pour l'alimentation, paraît-il, de ce que j'ai, moi, comme chiffre, qu'il faut à peu près 7 ans pour une personne qui est motivée pour changer son alimentation, quoi. Ouais, oui, c'est aussi tout l'organisme, tu vois, qui a besoin de temps pour pouvoir se retrouver un nouvel équilibre. On parlait d'homéostasie tout à l'heure. C'est sûr que moi, par exemple, cet été, c'est mon challenge. Alimentation, sport. D'accord ? On est sur une transformation physique. Donc, tu vas me voir au mois de novembre, je serai tout fit, enfin j'espère. Mais, mais le but, voilà, c'est de perdre 8 kilos et surtout de retrouver la vitalité. Même si j'en ai beaucoup, mais du coup, je peux en avoir plus et permettre à mon corps d'en avoir encore plus parce que je sais l'impact que ça va avoir sur mon cerveau, mes émotions, mes pensées et tout en y allant justement à mon rythme. Donc moi, j'ai créé mon propre programme parce que j'ai cherché, j'ai vu ce qui me convenait et finalement, je l'applique pendant cet été et dans lequel je vais peut-être me couper de plein de choses, des fêtes entre amis et tout ça, mais parce que je vais me concentrer là-dessus pendant 2 mois. Et ensuite, comme tu dis, ensuite, c'est de pouvoir le réguler petit à petit. Ça va pas être tout le temps comme ça pendant toute ma vie, donc je vais le faire comprendre à mon cerveau, mon système nerveux, lui dire que là, peut-être, on va avoir faim des fois pendant 2 mois, et c'est OK. Et moi, c'est génial parce que je travaille sur l'instinct, le système nerveux, c'est l'instinct. Et donc, la plupart du temps, ce que j'ai observé, c'est quand j'avais faim, c'est parce que c'était l'heure, c'était juste l'heure de manger, ou parce que c'était émotionnel. Mais combien de fois, en régulant justement, donc j'ai des petits exercices de respiration pour reconnecter avec la faim, comment cette faim elle est partie naturellement parce que je n'avais pas faim. Et de pouvoir justement redonner ce pouvoir au corps et de lui dire dis-moi quand tu as faim
dis-moi quand tu as soif, dis-moi quand, pour pouvoir justement mieux, moi, me réguler. Et c'est vraiment voilà, tout le programme que je fais parce que je vais me concentrer là-dessus. Et puis, on verra pour le reste. J'ai écrit aussi un nouveau bouquin cet été. Je vais être dans l'état pour le faire. Je vais être posé, tranquille. Je n'ai pas besoin d'énergie. Donc toi, c'est mon challenge. Et j'invite vraiment les gens à se donner des challenges sur un trimestre, par exemple. Allez, mon focus là-dessus, sur mes relations, sur ma santé, sur mon business. Et ça permet pendant 3 mois de concentrer son énergie sur une seule chose. Exactement. Et puis, je reviens à ce qu'on se disait, c'est d'observer, d'être chercheur et de voir. C'est bien d'être dans l'action et de faire des choses pendant 3 mois sur quelque chose de très précis, mais surtout observer ce qui se passe, mais à tous les niveaux, quoi. Bien sûr. Moi, je défie quiconque de ne pas observer des bienfaits. Ça me paraît vraiment très compliqué d'observer l'inverse, quoi. Mais c'est ça. Et puis de le faire évoluer, ça fait 2-3 ans que je le fais comme ça, sur des périodes de 45 jours parfois. Et là, je rajoute, par exemple, moi j'adore faire des douches froides ou des bains glacés. Donc, j'ai acheté un petit truc où je peux faire des bains glacés. Donc, je vais l'ajouter après le sport. Je vais me faire un bain glacé et je vais m'observer. Et c'est toujours ça, c'est toujours se dire, je fais l'expérience pour m'observer dans l'expérience. Et là, on en revient aux chercheurs qui observent, qui notent, qui ressent et pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je suis en train de vivre à ce moment-là, comment je réagis, comment je réponds. Je vais sûrement réagir en insécurité au début. Puis petit à petit, je me familiarise et puis je me sens mieux et puis je m'adapte. Et là, tout d'un coup, je passe un cap et j'avance. Et aussi se dire que ces passages-là sont complètement naturels. C'est normal d'avoir beaucoup d'insécurité au moment qu'on commence quelque chose. Notre corps, on perturbe son homéostasie, son équilibre. Lui, il réagit en insécurité, c'est normal. À nous de l'accompagner justement dans cet nouvel équilibre. Oui, puis alors pour tous ceux qui sont cartésiens comme toi et moi, à l'heure d'aujourd'hui, on a plein d'études scientifiques sur beaucoup d'outils, de techniques dans le monde du bien-être, du développement personnel, qui valident à travers ces recherches justement vraiment beaucoup de choses, quoi. Donc pour ceux qui auraient besoin d'ajouter un peu de théorie à la pratique. Vous trouverez un paquet de livres, et notamment aussi sur Internet, de recherches en tout genre. On a Claude qui nous pose une question, qui nous dit donc « Bonsoir messieurs, je me demande combien peut durer une formation susceptible de rendre un quasi-profane expert en théorie polyvagale à l'instar de l'invité du jour ?» Si tu dis à l'instar, 5 ans et demi, ça fait 5 ans et demi, mais chacun progresse à son rythme. Moi, il y a toujours 4 étapes. La première étape, c'est la connaissance, déjà prendre connaissance de ce que c'est, mais dans tous les domaines. Ensuite, la conscience, c'est-à-dire que moi, toujours la première chose, c'est comment je peux en prendre conscience dans ma vie de tous les jours, plutôt que uniquement rester sur de la théorie et de l'information. C'est de dire, OK, comment ça s'applique dans ma vie de tous les jours? Qu'est-ce que je peux observer? Ensuite, les changements qu'on peut voir, observer et mettre en place. Et puis, la consolidation. Donc, dans une formation, pour moi, c'est souvent cette dernière étape qui est oubliée. Nous, par exemple, la formation elle dure environ 6 mois, mais après, on continue à les accompagner sur la mise en pratique, la supervision, parce que c'est le début de la formation, en fait. La première étape, c'était l'information, mais ensuite, c'est la formation. Ça débute au moment où, ça y est, j'ai appris, mais maintenant, je vais pratiquer. Et c'est là où je pense que la majorité des gens ont besoin d'être accompagnés sur la pratique. Et donc, selon les gens, ça peut être 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Tout dépend les informations que l'on a, avec tous ces livres-là, par exemple, et ce qu'on en fait chaque jour, ce qu'on en observe chaque jour. Parce que lire, c'est bien, mais si on n'applique pas, on a juste l'information. Et donc, si on veut être expert, un expert, c'est quelqu'un qui pratique, pas quelqu'un qui sait. On peut être un expert en savoir, mais moi, je préfère être un expert en pratique. Et ça commence par ma vie. Donc, Claude commence par ta vie. Il suffit ne serait-ce que d'acheter mon bouquin et de pratiquer. Et déjà, en 6 mois, il peut y avoir plein de choses si on pratique, on observe en conscience. C'est clair. Comment s'appelle ton livre, si Claude s'intéresse? Nervague. Nervague, ok. Toi, c'est Erol qui a donné le titre. Ils n'ont pas dit on va faire simple. Nervague. Ok. Nervague, qui est chez Erol, donc pareil, comme toi, comme ton bouquin. Si vous trouvez le bouquin de Julien, vous achetez les 2 pour l'été et vous serez super heureux cet été. C'est ça. Alors, tu disais qu'il n'y avait pas d'outils, mais je pense quand même qu'il doit avoir la cohérence cardiaque là-dedans. Oui, après, il y a plein d'outils. C'est ça l'avantage. On propose 4 portes d'entrée
une porte justement physiologique avec la respiration, parce que ça agit sur le système nerveux. Alors, tu disais tout à l'heure que moi, je viens du monde rationnel, concret, c'est ça qui m'a plu aussi. Et tu verras, il y a un deuxième effet derrière, qui est plus spirituel, quelque chose voilà, qui est plus de l'ordre de l'invisible. Déjà, c'est invisible parce qu'on ne le voit pas, notre système nerveux. Hein, donc, il y a tous les outils, on va dire, physiologiques à travers les respirations, différentes formes de respiration pour pouvoir justement réguler son système nerveux. Nous, on propose la cohérence cardiaque, mais ne serait-ce que de faire 3 soupirs intentionnels, ça permet de réguler son système nerveux. Et ensuite, c'est l'entraînement qui permet, petit à petit, à chaque fois qu'on ressent qu'on est en insécurité, on peut le faire et on observe ensuite. Ah oui, c'est important ça. Nos outils ne sont pas là pour ne plus être en insécurité. Ils sont là pour réguler notre système nerveux, pour ensuite aller voir ce qui nous a mis en insécurité. On n'est pas là pour justement s'échapper, on est là pour se mettre en sécurité, pour aller voir ensuite qu'est-ce qui m'a mis en insécurité, afin d'apprendre aussi sur qu'est-ce qui me met en insécurité dans ma vie. Donc on a la porte physiologique, on a la porte mécanique. Donc c'est-à-dire que notre corps aussi envoie des informations s'il y a des tensions. Par exemple, si ça c'est un exercice, voilà, j'invite tout le monde à venir à Arcachon justement en novembre, on fera cet exercice-là, un exercice qui est tout simple et qui fonctionne, c'est 80% des gens, parce que les autres n'ont pas ce souci-là. Mais si on a des tensions au niveau des cervicales, eh bien, ça envoie des informations tous les jours, à chaque instant, qu'on ne peut pas voir le danger. On a des difficultés à voir le danger. Donc ça vient activer mon système nerveux. Attention, on n'est pas en pleine forme pour pouvoir survivre. Et donc, on a un petit exercice qui est tout simple, qui permet tout de suite de gagner en flexibilité et de pouvoir faire comprendre à notre système nerveux que c'est OK. Maintenant, on peut être plus en sécurité. Rien que ça. Donc, il y en a plusieurs exercices mécaniques. On en a sur le psoas iliaque, par exemple, qui fait le lien entre le haut et le bas du corps. Et si ce psoas iliaque il est tendu, ça envoie des informations qu'on va avoir des difficultés à fuir. Donc, il nous reste combattre et se cacher. Donc, ça crée du stress mécanique, on appelle ça, dans notre corps. Donc, physiologique, mécanique. On a ensuite tout ce qui est d'ordre, moi j'appelle ça de l'esprit. Donc, les méditations. On fait des méditations conscientes du corps, mais toute forme de méditation, de la marche, créer du lien avec la nature. Tu as le chat qui est arrivé, voilà, les animaux aussi. Moi, j'ai 3 chats qui sont pas à moi, mais qui sont aux voisins, qui viennent tous les jours. Donc, ça me sert de réguler. Et puis après, on a la stimulation aussi par le froid, donc les douches froides, les bains glacés. Donc, on a des multitudes. Il y a des gens qui vont me dire « Ah, mais du coup, c'est pour ça que moi, quand je fais ça, ça me fait du bien. » Donc voilà, c'est vraiment le but de se dire, j'ai une compréhension qui me permet de comprendre ce que je fais, pourquoi je le fais, parce que des fois on le fait naturellement, quand on soupire notamment, ça nous arrive de, voilà, on est arrivé à la fin, en fait on régule notre système nerveux, c'est lui qui le fait à notre place, et qui fait que tous ces outils-là nous permettent d'être des moyens de régulation, afin ensuite de se dire, ok, qu'est-ce qui m'a mis en insécurité ? Pour pouvoir justement ensuite me permettre de libérer, ensuite c'est un autre travail, mais de libérer ces insécurités, des traumas, des blessures qui nous permettent de pouvoir justement nous libérer en sécurité. D'accord. Est-ce que vous abordez aussi la notion de zone de confort qui me paraît vraiment primordiale pour tout individu, de sortir assez régulièrement justement de sa zone de confort? Est-ce que ça, vous l'abordez ? Ouais, parce que la zone de confort, c'est là où j'ai ma survie, en fait, où je me sens en survie, donc que je peux assurer ma survie. Donc tout ce qui est en dehors de ma zone de confort, c'est pour moi de l'insécurité. Donc je vais me mettre en difficulté. Donc au début, on apprend aux gens à se mettre en sécurité. Quand je dis se mettre en sécurité, c'est pas être dans sa zone de confort, c'est justement d'être en sécurité avec des choses qui pourraient me faire peur, mais des petites choses. Mais si moi j'arrive à réguler mon système nerveux, je vais pouvoir me mettre en sécurité, par exemple avec une douche froide. Alors que si je prends une douche froide, je vais tout de suite fuir, voire combattre parce que je vais râler, parce que c'est froid, ou être complètement inhibé en dessous. Eh bien, à travers des respirations, on va voir qu'on peut être en sécurité avec quelque chose qui est inconfortable. Et donc, on va d'abord les apprendre à être en sécurité pour sortir de cette zone de confort et ensuite aller vers des challenges. Moi, je m'en fais tous les ans. L'année dernière, c'était saut à l'élastique alors que j'ai le vertige. Et pour moi, c'était un moyen de régulation de mon système nerveux en sortant de cette zone de confort. Cette année, le livre, c'en était un. Parce que, voilà, c'est comme tu disais, moi aussi, c'était mon premier livre. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer. Et chaque année, voilà, d'avoir des challenges qui me permettent d'aller en dehors de ma zone de confort
mais avec mes bagages de sécurité. Donc, ça ne veut pas dire que je ne vais pas avoir peur. Je vais avoir peur. Mais par contre, j'ai la capacité de répondre à la peur pour continuer à sortir de ma zone de sécurité plutôt que de re-rentrer tout de suite en disant ça fait trop peur, j'y vais pas. Tout à fait. Et puis, je pense que c'est bon de rajouter au cas où de ne pas aller se challenger en dehors de sa zone de confort sur des trucs tout de suite qui sont high level, quoi, qui sont très hauts. Il faut vraiment commencer par des petites étapes, quoi. Ouais. Mais ne serait-ce un saut à l'élastique, pour certains, ça va être facile. Moi, quand je l'ai fait, je voyais des ados de 16 ans qui disaient « Ouais, c'est super », ils sautaient. Et moi, je les voyais, je dis « Mais vous êtes malades !» Et eux, ils devaient sûrement se dire « Bah non, c'est facile, tu sautes et puis c'est tout, quoi. » Et puis, pour certains, des challenges, ça va être hyper important. Et puis d'autres, juste lever la main, comme moi, c'était avant, hein, lever la main dans une réunion et s'exprimer. Ça sera un challenge super important. Alors que, donc c'est vraiment, j'ai fait une petite vidéo là-dessus. Moi, j'habite à Poitiers, il y a le parc du Futuroscope. Et j'aime pas tous les manèges où ça bouge beaucoup. Et il y a un manège qui s'appelle Danse avec les robots où voilà, ça nous bouscule dans tous les sens. Et dans cette vidéo, je fais croire que je vais faire Danse avec les robots en mode guerrier. Et puis finalement, on me voit descendre d'un toboggan en me disant choisissez votre challenge. Pour moi, ça me convient pas. J'ai pas envie de faire ça. Par contre, il y a d'autres challenges qui me font peut-être vibrer, qui me font peur. Je vais commencer par cela. Je sais que c'est en dehors de ma zone de confort, mais on n'est pas obligé, voilà, de commencer tout de suite par des challenges. Moi, ça m'est arrivé. J'ai voulu faire l'ascension du Mont Blanc, par exemple. Je n'étais pas préparé. Alors heureusement, on n'a pas pu grimper. Toi, je dis heureusement, on n'a pas pu grimper parce qu'il y avait des éboulements, mais parce que je serais mort en route. C'est pas possible. J'étais pas préparé pour le faire. Mais sur le coup, ouais, ça aurait été génial, quoi. Et quand j'ai vu les entraînements, j'étais à la ramasse par rapport aux autres. Donc j'aurais peut-être pu le faire à mon rythme. Hein, j'aurais mis 2 jours à monter le Mont Blanc. Mais voilà, ça c'est par exemple, c'était un exemple où moi je suis comme ça aussi. J'adore la stimulation, mais du coup, ça apprend plein de choses aussi. Ça apprend voilà, où on en est, ce qu'il faut faire pour y arriver aussi. Et de le faire, comme tu disais tout à l'heure, avec beaucoup de douceur, de compassion pour soi, plutôt que d'être dans l'échec. C'est ça. Et puis, de ce que j'observe aussi, ça fait pas rêver en fait sur le papier aux personnes, tu vois, de se dire ah là là, tiens, il faut que je me bouscule, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je fasse des efforts, il faut que j'ai une forme de discipline. Tout ça, c'est des mots qui font pas rêver, hein, très clairement, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Moi, ce que je vis, et toi aussi, visiblement, c'est que pour moi, on peut pas passer à côté de ça. C'est-à-dire que si vous voulez être la meilleure version de vous-même, vous êtes obligé en fait de passer par ces zones d'inconfort. Vous êtes obligé de créer une discipline de vie. C'est quasi obligatoire, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Et puis il faut s'amuser à faire ça. Il faut que ça soit amusant. Hein, moi, quand je faisais du rugby, oui, il y avait le début de saison, on courait autour d'un terrain. Comment je peux rendre ça amusant? Donc on se met en groupe, on rigole, on déconne et on se rend même pas compte de ce qu'on est en train de faire et on est en train de le faire. Il faut vraiment que ça soit fun, amusant. Et que je le fasse parce que c'est stimulant et pas parce que je le subis. Donc, c'est de se dire qu'est-ce qui me fait vibrer et comment je vais le rendre amusant, ça. Hein, et comment je vais aussi rester en lien avec moi-même à chaque étape. Et quand je dis en lien avec moi-même, c'est j'y arrive pas. C'est OK, comment je peux m'amuser de ça? Moi, j'ai toujours célébré les défaites aussi. Il faut. Bien sûr. J'ai raté mon bac et même à l'époque, j'étais le seul qui avait raté son bac à la fête de ceux qui avaient réussi leur bac, quoi. Je me dis, mais pourquoi je ferais pas la fête? C'est passé, c'est fait, quoi. Je vais pas rester dans ma chambre et être puni. Donc, arrêtons de nous punir pour des difficultés, des insécurités, des inconforts. Non, amusons-nous aussi à s'observer en train d'échouer, s'observer en train de galérer. Et on a le droit aussi. On a le droit de rire de ça, de rire de nous dans cette expérience. Totalement. C'est tellement important ce que tu dis, Ludo, de garder cette joie, vraiment. C'est-à-dire de pas être trop, j'allais dire violent, mais c'est pas le terme, quoi, de pas trop se juger, quoi, en gros. Voilà. Bien sûr, ouais. Tu vois, c'est tellement important, mais je le vois aussi même dans les activités professionnelles. Pour moi, ça serait impossible de faire ce que je fais si je m'amusais pas, en fait, tous les jours. Ça serait exactement. inimaginable, quoi. Tu sais, en étant ancien timide, pour moi, parler devant les gens, c'était très compliqué. Aujourd'hui, et tu verras en novembre, mais je monte sur la scène parce que ça m'amuse. Je vais m'amuser avec les gens. On va s'amuser, on va faire des expériences, on va rigoler, je vais me moquer de moi, je vais peut-être me moquer d'eux aussi parfois. Enfin voilà, on est là pour s'amuser, vivre un moment, une expérience, parce que c'est ça aussi qu'on va se rappeler.
hein, et ça, c'est important de pouvoir se challenger comme ça et dans le plaisir. Il ne faut pas oublier qu'on est là quand même pour s'amuser. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une chose. J'ai eu une idée par rapport au congrès C'est quoi le bonheur pour vous là Donc, c'est les 11 et le 12 novembre, hein, pour ceux qui n'étaient pas là au début. On organise le premier congrès C'est quoi le bonheur pour vous. Et j'ai eu une idée, dis-moi ce que tu en penses. Ouais. En fait, moi, j'aimerais beaucoup, donc le samedi soir, après la dernière conférence, justement pour tester les bienfaits de l'eau froide. Donc, on sera au mois de novembre, qu'on aille tous se baigner. Ah bah oui, je serai le premier, si tu veux, à y aller. Et, si tu veux que je gère le truc, j'ai l'habitude. Hein, donc, Ah d'accord, ok. Eh ben, écoute, on en reparlera. Parce qu'il y a aussi un pote qui vient, peut-être que tu le connais, David Tan. De nom, je connais de nom, mais je ne le connais pas. Ouais. Et qui est très axé aussi autour de la santé. Et enfin voilà. Moi, j'ai trop envie de faire ça parce que. Bah oui, c'est une bonne idée. Je pense que ça peut être très très sympa. Quoi. C'est quelque chose que je propose parfois quand il y a des petits groupes, parce que quand il y a mais là la mer est juste à côté, l'océan est juste à côté, donc c'est clair que le faire en conscience, hein, parce qu'on le sait, il y en a des petits malins qui vont dire j'y vais à fond en mode guerrier, j'ai fait hop, ça y est, c'est fait, je pars, mais de le faire en conscience, pas par pas, savoir d'observer ce qui se passe, de se réguler, d'avancer, et après on apprécie, quoi. C'est là où c'est l'avantage, parce que on parle souvent de zone de confort, de sortir de sa zone de confort, mais il y a tout l'avantage derrière ensuite d'y être et d'apprécier l'expérience, hein, plutôt que des fois de dire c'est bon, je l'ai fait. Non, comment? Moi, quand j'emmène les gens dans un bain glacé, il y en a la plupart qui me disent je peux recommencer parce que c'est passé trop vite. La première minute, il reste 2 minutes dans un bain glacé. La première minute, ils sont en train de réguler leur système nerveux parce que c'est complètement normal. Quelque chose vient les agresser. Et c'est les 40 dernières secondes où, ça y est, ils sont en sécurité. Et là, ils apprécient et ils restent. Et du coup, ils ont envie de recommencer parce que c'était agréable. Et ça, c'est le deuxième effet. C'est de se dire comment ça peut être agréable et dans quelque chose qui peut être au début agressif, inconfortable. Oui, tout à fait. Ça passe très très vite, Ludo, je vois qu'on est bientôt à 1 heure. Ouais. Comment font les gens qui souhaitent rentrer en contact avec toi? Alors, moi je suis assez présent sur Instagram, ludovicleroux.tpv, mais Ludovic Leroux il trouve. Je suis assez présent sur Instagram. J'ai aussi un groupe sur Facebook qui s'appelle le nerf du bonheur. Et puis voilà, je partage beaucoup d'informations régulièrement et c'est là où ils peuvent justement avoir des réponses à leurs questions, comment on fait pour réguler le système nerveux, ce que c'est, etc. Et ils peuvent retrouver aussi, j'ai fait 2 petits films dans ma bio sur Instagram, 2 petits films qui expliquent le nerf vague. Je leur donne des petits exercices, des choses comme ça, pour pouvoir justement commencer à prendre conscience et à s'observer justement dans ces expériences de vie. Oui, puis alors j'ai regardé un peu ton compte Instagram, tu fais aussi de temps en temps, j'ai l'impression que l'humour est important aussi dans ta vie. C'est un pilier, généralement il y a 1 vidéo par semaine où c'est de l'humour, où je me moque de moi, ou d'amis aussi en collaboration. La semaine prochaine, c'est une amie où j'étais dans ses locaux, donc j'ai fait une petite vidéo surprise. Il y a une autre, j'étais en formation au Québec il y a 15 jours. Là, je leur ai dit, allez, on fait comme si la formation était pourrie. Donc on a filmé plein de petits trucs qui montrent que c'est nul, c'est de la merde. Et puis moi qui est en train d'essayer d'animer. Enfin voilà. Vraiment aussi, c'est un de ces piliers qui est l'humour, c'est aussi de montrer que on peut se moquer de soi, on peut rire de plein de choses et même des choses qui nous font peur. Et donc ça en fait partie. Ouais. Super. Merci beaucoup, Ludo, pour. Merci à toi. J'ai hâte, du coup, qu'on se rencontre physiquement à Arcachon pour le bonheur pour vous. Je te souhaite une belle soirée, une bonne continuation d'ici là. Puis alors, du coup, une bonne prépa physique pour cet été. Et puis, plein de bonnes choses. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, hâte de se voir en novembre. À tout bientôt. À bientôt. Bye bye. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.